Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle émission. Et aujourd'hui, on s'enflamme pour le judoka néo-retraité maintenant, Axel Clerget. Ça va Axel, tu vas bien? Ça va toi? Ouais, ça va super. Bah ouais, ça fait plaisir. Installe-toi. Ça me fait bizarre de dire néo-retraité maintenant. Bah, faut le dire. Ouais. Eh ouais. Ouais, mais il faut. Hein. Bah ouais, il Il y a faut. un temps pour tout. Hein. Voilà, il y a un temps pour tout. Je te présente rapidement pour nos téléspectateurs, nos téléspectatrices. Tu as 38 ans, vice-champion d'Europe 2017, 2 fois 3e au championnat du monde 2018 et 2019 et évidemment champion olympique par équipe à Tokyo. Tu viens de ranger officiellement le kimono. Ça fait un petit moment que tu n'es plus en compète, que tu combats plus. Ça a été une décision longuement réfléchie, mûrement réfléchie. C'est marrant de me présenter direct par l'âge. J'aime bien faire ça. Ah, J'aime c'est bien. marrant. Même avec les femmes, tu peux faire pareil? Toujours, moi toujours. Il n'y a pas d'égalité. Ok, ça marche. Ouais, décision mûrie, réfléchie. Ouais. J'étais au clair, voilà, j'ai fait le tour de la question. J'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de passer à la suite. Il est temps. Et voilà, j'avais pensé arrêter après Tokyo. Ouais. Et je me souviens, à l'époque, c'est Yannick Borel qui m'a dit, l'escrimeur, bien avant, il m'a dit, mais tu vas pas arrêter après Tokyo alors qu'il y a Paris. Je suis t'es malade, je suis trop vieux et tout. Après, il y a eu le titre, on en reparlera. Il y a Paris à la maison, tu te dis, bah ouais, ça va être incroyable, il n'y a que 3 ans. Donc j'ai poussé, et puis encore un petit peu après. Et voilà, on l'annonce tranquillement. Les gens de ton milieu, Axel, te décrivent comme un monstre. Alors, de manière positive, hein, un monstre d'envie, de travail. Ça a toujours fait partie de toi, ça? C'était un peu ton credo d'en faire plus que les autres, de Ouais. passer plus. Moi, ça me paraît normal, mais ouais, c'est ce qu'on dit toujours de moi. C'est que j'ai plutôt été le besogneux qui a doublé les talentueux. Clairement, au début, je suis pas du tout le mec le plus doué. Je suis tout maigre. C'est difficile à croire maintenant. Et j'arrive pas à gérer la pression. Ouais. Je suis de France cadet. Je m'effondre sous la pression et tout. Donc, j'ai bossé comme un dingue pour rattraper tout le monde avec des difficultés tout au long de ma carrière et pour finir sur des très belles choses. Mais ouais, il a fallu bosser comme un dingue et je l'ai toujours gardé, quoi. Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je préviens tout de suite, mais si je te dis que t'es comme le bon vin, qu'en vieillissant, t'as été meilleur au cours de ta carrière, tu valides ou pas? Ouais, carrément. J'aurais prévu de m'arrêter après 2012 à la base. Après Londres, j'avais dit, ouais. je fais 25 ans, après je vais faire un tour du monde, Ok. je vais faire plein de choses. D'accord. L'histoire de la vie a fait que j'ai continué jusqu'à 2024 et donc j'aurais pas prévu ça. Mais oui, effectivement. Comment je tu fais l'expliques que ça, progresser. justement, d'avoir été plus fort dans le temps, c'est plus mature, plus d'expérience? Ouais. Ouais, j'ai appris énormément sur moi. J'ai travaillé sur plein de domaines. La psychologie, la prépa mentale, l'alimentation, au niveau preuve physique. J'ai développé plein de compétences partout qui ont fait que j'ai progressé. Et du coup, j'ai réussi à me connaître enfin à la fin et savoir être bon le jour J. Ouais. Alors qu'avant, j'étais ce mec qui était bon tout le temps, qui s'effondrait le jour J. À la fin, j'étais le mec qui était moyen tout le temps et qui montait son niveau le jour J. Alors il y a un hommage qui t'a été rendu, un hommage très, très émouvant au Paris Grand Slam qui a été diffusé sur Sport en France. On a une petite image de toi. Alors c'est un tournoi que tu connais par cœur, 14 participations, c'est énorme. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, Axel? Un peu stressé, submergé par les émotions? Un peu stressé avant, moins que pour l'avant-première de mon docu, il 10 jours avant. Mais, et après, de la fierté. Ouais. Et c'est marrant parce que je pensais m'effondrer sous la pression, ou plutôt être pris par les émotions. Je peux facilement pleurer pour un événement sportif. Et là, non. Mais par contre, c'était trop cool. Parce que j'ai décidé d'être encadré par mes 4 entraîneurs qui ont marqué mon parcours. De mon père qui m'a mis sur les tapis et qui m'a emmené très loin, à celui qui m'a coaché au JO ou au gros championnat du monde, en passant par d'autres. Et du coup, c'était trop sympa de pouvoir être au milieu de Bercy, d'emmener mon père, d'être entouré. Du coup, c'était plus facile pour vivre le moment. Puis non, c'était trop beau. Il y avait du public, il y avait du monde. Et puis, j'ai senti il y a toujours eu un truc particulier avec le public de Bercy. Bien sûr. Depuis 2009, là, la Eh ouais, photo qui est derrière moi, là. T'as quel âge là déjà sur cette photo? J'ai 22 ans. 22 ans. Et j'en ai 38, tu vois, donc avec l'histoire avec Bercy, il y a une histoire. Ouais. Ils m'ont vu grandir, changer, ils m'ont poussé des fois quand ça a marché, quand j'ai perdu. C'est trop cool. Qu'est-ce qu'il a de si particulier ce tournoi de Paris, là, ce Paris Grand Slam? Alors là, tu viens de nous exposer ton histoire personnelle, mais plus globalement pour un judoka, le Paris Grand Slam, ça représente quoi? Déjà, c'est un grand chelem, donc un peu comme Roland Garros, c'est un des plus gros tournois au monde. Maintenant, on est un peu plus qu'au tennis parce que la fédération a choisi ça, mais c'est clairement la plus belle salle. À l'étranger, on n'a pas ça. Des fois, on combat dans des gymnases qui sont vides. Et là, tu combats dans une ambiance de malade. Nous, en tant que Français, c'est incroyable. Mais voilà, maintenant, tu as un ou deux pays, tu as Kazakhstan, tu as Israël qui commencent à avoir des belles salles avec des grosses ambiances. Mais Bercy, c'est juste dingue. Et alors, pour nous, en tant que Français, c'est incroyable. Mais vraiment, tous les étrangers
veulent combattre à Bercy. Ils te disent c'est la plus belle salle, une ambiance incroyable. Bercy, c'est proche. Les gens sont vraiment proches de toi. Donc tu vois les gens, tu vois, j'ai l'image de quand tu approches du tapis, les mecs te crient dans l'oreille. Tu vois. Des fois, tu as envie de leur dire tranquille. Mollo. Ah ouais, Donc voilà. Et puis après, c'est ce que, enfin, tu vois, moi, à titre perso, je rêvais de Bercy quand j'étais gamin. Je venais avec mon club, on faisait un déplacement, on partait à 6 h du matin. On arrivait chez nous à 23 h le soir pour venir voir les grands champions. On faisait des lotos, des tombolas, des emballages cadeaux pour financer ce voyage toute l'année, tu vois. Donc après, j'ai été acteur de ce truc-là, donc c'était trop. Ouais, c'est important de le savoir ça, parce que c'est vrai qu'on parle de tes 14 participations, mais tout ce qu'il y a eu avant aussi. Alors tu n'étais pas sur le tatami, mais tu étais dans les tribunes, et c'est toute une histoire du coup avec ce tournoi. Et on vivait dans l'année avec ça, et après on travaillait ce qu'on avait vu à ce championnat, on avait les entraîneurs qui nous expliquaient comment ça se passait, et donc moi je voyais ça avec des grands yeux. Quand j'ai pu faire le premier, j'avais tellement d'émotions. Et après j'ai appris à gérer ça et à y performer, et quand tu prends un peu de recul, tu dis waouh, le gamin qui venait en bus là, et qui était fan de ce truc-là avec son sandwich, tu vois, parce que c'était la galère à l'époque, et son paquet de chips, et ben au final il y en a qui me regardent maintenant comme ça, donc c'est beau. Et quand on baigne depuis aussi longtemps que toi dans le judo de haut niveau, on peut vraiment s'en détacher, ou tu auras toujours un pied près des tatamis, sur le tatami? En quelques temps, là, j'ai essayé de m'en détacher, tu vois, j'avais envie de m'éloigner, Oui. et j'ai envie de me découvrir dans le milieu de l'entreprise. Je fais pas mal de choses en tant que consultant, des conférences entreprises, mais je sens que ça me manque un peu, et que j'ai développé une sorte de, c'est prétentieux, mais expertise dans le domaine, et ça serait con d'en partir. Donc du coup, j'ai envie d'aller ailleurs, mais je vais garder un pied dans le judo quand même, à coup sûr. Tu parles d'expertise, moi je vais te parler d'addiction, l'appel un peu du tatami, les sensations, l'adrénaline. Ça, forcément, en arrêtant une carrière, tu le perds. Ouais. Est-ce que c'est dur à encaisser, c'est dur à vivre ça? Non, moi ça dépend des gens. Ouais. Moi, je suis en paix, tu vois. Ok. Ça te manque pas, t'es Non. pas en manque de cette adrénaline. J'ai tellement été au bout des choses jusqu'à 38 ans, jusqu'à 37 ans, 38 ans, tu vois, c'est rare. Et donc, du coup, je suis allé au tournoi de Paris. Ouais. Ça m'a rien fait. Je me suis pas dit, ah, j'aurais dû y aller, vas-y, il faut qu'on repart encore une année. Non, j'ai fait mon temps, j'ai été au bout des choses, et je retrouve apaisé, et j'ai hâte de faire la suite. Ça doit faire bizarre quand même depuis, d'avoir tous ces week-ends de dispo maintenant. Ouais. C'est ça qui est trop cool. Parce que, par contre, tu découvres. Tu m'étonnes. C'est vraiment, tu découvres le fait d'avoir tous tes week-ends, de choisir ton planning, d'écouter ce que toi tu as envie. Vas-y, à telle période, je vais au ski, je vais voir des potes. Bon, il y a d'autres contraintes quand même sur la Bien sûr. carrière. Mais ouais, tu découvres ça, et on doit apprendre ça. Parce qu'en tant que sportif, on a un planning qui dicte notre vie, qui dicte notre existence. Et donc, du coup, faut réapprendre. C'est assez marrant parce que beaucoup d'athlètes qui arrêtent leur carrière parlent de petites morts. Ouais. Le concernant, j'ai l'impression que c'est presque une renaissance en fait. Exactement. C'est un peu ça? Ouais, franchement, ouais. C'est plus ça. C'est parce que les dernières années, les contraintes ont été difficiles. Tu vois, louper un baptême, un enterrement, un mariage. Et des trucs qui sont forts dans la vie, tu vois. Je me suis dit, je ne voulais plus. Et là, maintenant, j'ai cette liberté de pouvoir choisir ce que je veux faire. On a parlé un peu du Axel judoka, le Axel qui n'est plus judoka, qui se trouve maintenant en face de moi. Il est comment dans la vie de tous les jours? Bah, il est plus en Ouais, kim, déjà, il est plus en déjà. kimono. Il est plus en kimono. Il est comment? Il est au début très calme, et puis après maintenant j'ai pas mal de projets qui arrivent, et plein de projets. C'est-à-dire que je suis consultant pour un ancien sponsor, Villa M, qui est une mutuelle, et donc du coup consultant en prévention santé, mais aussi apporter toute la vision du haut niveau dans l'entreprise. Comment on accélère les choses, mettre en relation aussi avec d'autres champions, mais comment apporter la vision, se relever après un échec, tout ça, dans l'entreprise. Je le fais en conseillant des dirigeants d'entreprise, je le fais en intervention en entreprise aussi. Et après, je fais aussi des masterclass judo un peu partout en France, parce que c'est trop cool de garder un pied dans le judo, quoi. Bah ouais. Ça doit pas être facile aussi de trouver le bon timing pour s'arrêter au bon moment. Surtout que toi, tu as quand même vécu aussi des choses dans ta carrière pas simples. Tu as été victime d'une sévère commotion cérébrale au Masters de Doha en 2021. Tu as encore quelques séquelles aujourd'hui. Tu en parles souvent, tu prends la parole sur ce sujet. Poursuivre jusqu'à Paris, ça pouvait être risqué pour toi en fait. Comment tu as pris cette décision de te dire, bah, je vais tenter l'aventure quand même, mais je m'expose au choc de trop, au choc qui pourrait être même fatal, hein? Ouais. C'était pas facile. C'était compliqué parce que c'est une blessure qui est grave, où on connaît pas, on n'a rien pour l'évaluer à court terme, ou en tout cas pas encore assez. Les conséquences à long terme peuvent être très graves. C'est de la démence, c'est de l'hypersensibilité, de l'hyperanxiété, beaucoup de symptômes, des excès de colère que je vois chez certains anciens athlètes, et tu comprends que eux ont peut-être pas compris que ça venait de là. Et donc du coup, ça fait très peur. Mais j'ai essayé de limiter au maximum mes chocs. Et le pari de Paris 2024 était trop dingue
pour ne pas tenter ça. Alors, c'était très dur parce que tu avais le côté professionnel de santé, parce que je suis kiné qui me disait vas-y, calme-toi et mets le clignotant, et le côté envie et tout ça qui disait mais tu peux pas à ce moment-là. Bien sûr. Donc c'était très 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 dur. J'avais une ambivalence en moi qui était très compliquée. Tu vas te lancer dans cette tentative de qualif pour Paris 2024. Ça va se passer au Paris Grand Slam 2024 pour aller chercher cette qualification. Tu perds au deuxième tour contre le vice-champion du monde sur une attaque un peu précipitée de ta part. Tu t'en es voulu après. Ton concurrent, lui, Maxime Gayap, prend le bronze et donc le ticket pour les Jeux. La suite, elle est déchirante, elle est bouleversante. Je vous laisse regarder cet extrait de ton documentaire, le 174e combat. J'ai qualifié ces images de bouleversantes, déchirantes. Je pense que les mots n'étaient pas trop forts. C'est vraiment ça, hein, Axel. Ouais, c'est drôle. Je l'ai vu pas mal de fois parce que dans le documentaire, on a travaillé. Bien sûr. Et en fait, c'était. Là, je le vois avec un autre regard. Ouais. Avec Il est quel fort, regard? souvent, hein. Il est fort. Il est dur. Je sais pas, il me touche beaucoup plus. Dans le documentaire, tu sais, je cherchais à ce qu'il y avait encore à améliorer et tout ça. Bien sûr. Et là, vraiment, je l'ai vécu. Ouais, ça, tu m'as touché, là. Bah, disons que je pense que quand tu as fait le documentaire, tu étais vraiment en mode voilà, co-réalisateur aussi avec Lucas Auchard. Là, tu le vois d'un autre œil, avec un peu plus de Ouais. recul. Bah, déjà, il n'y a rien qui est joué. Ouais. Lui, je Ah, le bien vois sûr, pas à ce moment-là. Je bien sais sûr. pas qui il est là. Sinon, tu as un excellent acteur. Hein, vraiment. Ouais. Et en fait, ça représente tellement. Ouais. Ça représente, tu vois, les jeux à la maison, c'est un rêve. Les jeux, c'est un rêve à la maison fois 1000. C'était beaucoup de sacrifices avec des absences auprès de mon fils, Bien sûr. des refus professionnels, des refus familiaux aussi. Donc beaucoup d'efforts ou de sacrifices, même si c'est choisi. Donc quand tu te rends compte que tu es passé à côté, c'est dur. Donc c'est très dur. Après ces moments-là, j'en ai vécu plein dans ma carrière. Parce que j'aime bien dire qu'on me présente comme un grand champion, mais on ne gagne pas tout le temps. Bien sûr. On perd dans un couloir comme ça, et sans vouloir, ça arrive assez fréquemment. Mais là, il y a puissance 10 quoi, à la maison. Donc ouais, c'est fort. Tu sais que c'est foutu à ce moment-là. Tu sais que tu as merdé. Je suis plein d'envie. Il est très tôt encore dans la journée. J'ai fait une connerie trop tôt dans le combat. Et alors que je prends au premier tour un mec qui est très fort, que je fais 4 attaques, il tombe sur 4 fois. Donc je suis sur une journée exceptionnelle, je le sens. Et sur le deuxième tour, j'ai trop d'envie, peut-être à cause de ce combat-là. Et au bout de 24 secondes, je suis dehors. C'est une horreur. Tu sais que tu as un potentiel de dingue, que comme je disais tout à l'heure, je savais performer le jour J. Donc je savais que j'allais être capable de performer au jeu à Paris. Je savais me préparer. Mais le passage obligatoire, je l'ai loupé. Ouais. Et c'est vrai. Ça te bouffe encore aujourd'hui, là? Je sens que c'est encore compliqué. Ouais, alors ça a été très très compliqué. Il y a eu 3 mois, je l'ai évoqué, je l'ai pas trop évoqué dans les médias, mais dans le documentaire on en parle, de dépression derrière, après ça. Logique, l'inverse serait surprenant. Maintenant, je suis passé à autre chose parce que je me suis reconstruit, mais ça restera comme une cicatrice à vie, quoi. Regardons un autre extrait du documentaire qui arrive quelques minutes après cette désillusion. J'ai tenté un truc et j'ai loupé. T'as essayé de faire quoi? J'ai voulu faire tomber l'autre et puis il m'a contré. Ouais. Cet extrait, il est court, mais il est fort. Moi, je trouve que c'est génial de voir ta déception et en fait l'insouciance de ton fils qui, lui, ne comprend pas trop. Te dit, qu'est-ce qui s'est passé, papa, en fait. Ouais. Ça fort comme moment. Alors, en plus, il est au milieu du club de supporters de mon groupe, tu vois. Ils étaient venus à 70, donc il entend
tout le monde, et puis c'est des éponges à émotions, les enfants. Et puis là, ils sont tout le monde qui est déçu autour de lui, donc ils me posent la question et tu dois trouver les mots. T'as qu'une envie, c'est de te cacher. On voit pas, juste avant, j'ai une capuche et je me cache un peu. Et t'as qu'une envie, c'est de t'effondrer, de te cacher, mais là, ton fils, en fait, tu dois garder la tête haute et lui dire les choses. Formaliser en fait que t'as tenté un truc et puis t'as pas marché. Et c'est la vie, quoi. Et faut pas oublier que tu dois quand même tenter des choses et que des fois ça marchera pas. Et c'est un peu le but du documentaire, c'est de dire faut tenter, faut rêver très grand. Je l'ai fait, j'ai réussi des très grandes choses. Mais par contre, il y a des fois où tu loupes et il faut te relever après un échec. Et ça arrive. Et qu'on sait se relever aussi. Il y a une phrase aussi que ton fils Liam va te dire qui m'a marqué. Il te dit: papa, avant tu étais fort, maintenant tu es trop vieux, tu ramènes plus de médailles. Alors oui, on sait, les enfants disent les choses clairement. Ça provoque quoi chez toi quand il te dit ça? Oui, surtout qu'il me dit ça quand c'était trop dur de rester dans la salle de compétition. Donc je le prends sur mes épaules et on va boire un coup avec les copains. Un café, bien sûr. Peut-être bu une bière pour oublier. Bah oui. Et du coup, sort, il me dit ça. Ça me fait que... il est dur, mais il s'est arrêté, quoi. Il voyait à la maison plein de médailles. Il en avait un peu moins. Bon, j'ai quand même ramené des belles médailles cette année-là, mais ouais, ça montre que pour lui, c'est pas grave, quoi. Petite piqûre, puis surtout dans la foulée, il me dit: et du coup, maintenant, papa, je veux commencer le judo. Ce sera toi mon entraîneur. Il voulait pas faire de judo à l'époque. Donc ce jour-là, il a commencé le judo. Génial. J'ai dit: ton club, ils vont être contents d'avoir un nouveau prof. C'est super ça. Bon voilà, en tout cas, ces images, elles sont dures, mais c'est la réalité, c'est ce qui s'est passé. Tu mens pas dans ce documentaire. On est en 2024 à ce moment-là. Ta retraite, tu l'annonçais seulement là, il y a quelques semaines. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps, Axel? Pour des raisons personnelles et aussi parce qu'il faut vraiment être prêt aussi à l'encaisser et à prendre la parole. Et je pense que trop tôt, faut être sûr de son choix. Les mecs qui font des comebacks, je suis pas trop pour. Et donc du coup, être sûr de son choix et puis pouvoir être apaisé quand tu en parles. Si tu as encore un peu une hésitation, si tu n'as pas pris le recul qu'il faut, c'est important, je pense. On va parler plus en détail de ta carrière, Axel. Semé d'embûches, mais une magnifique carrière. On en parle tout de suite dans Allumer le feu. Alors, le judo, tu commences très jeune, à 4 ans et demi dans le club de ton père, Francis, au judo club Marnaval à Saint-Dizier. Ta mère, Agnès, a été prof de judo également, prof de PS, je crois, aussi. C'était une évidence pour toi, tu pouvais pas y échapper, en fait. Et ils ont tout fait pour me faire autre chose. Ah ouais? C'est marrant, ça. Comme on était un peu dans le club, grosse ambiance autour du club, j'ai fait de la natation, de la course à pied et plein d'autres trucs. Je devais arrêter le judo pour la course à pied à 10-12 ans. 12 ans. Et en fait, pour la petite histoire, je faisais du demi-fond. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir une grosse caisse plus tard. Et même un peu après, je ne sais pas exactement à quel âge j'ai arrêté. Et du coup, en fait, 1000 mètres, je faisais les crosses. J'ai des belles médailles. Et puis à un moment, en cross, je me souviens très bien, je continue le judo. Et en cross, j'avance plus du tout sur la cross. Et je suis trop lourd, en fait. J'ai commencé à m'étoffer un peu, tu vois. Et encore pas grand-chose. Et du coup, je me souviens très bien d'un cross où les mecs sont partis à une vitesse. Et je me suis retrouvé enfoncé dans la boue. Je dis: c'est plus pour moi, ça. C'est dur, les crosses. Hein. J'ai vu que tu étais athlète aussi. Je sais que tu étais athlète. J'ai regardé quand même. C'est compliqué. Il y a des bons souvenirs, il y en a des moins bons en cross. C'est sûr. Et du coup, mais pourquoi alors tes parents, qui étaient tous les deux à fond dans le judo, ont voulu t'écarter de ça? Pour faire découvrir autre chose et surtout que ça ne soit pas quelque chose de subi. Bon, on en parlera sûrement après, mais il y a quand même eu un impact de le fait que la famille soit judo et que je sois là-dedans. Bien sûr. Parce que j'ai eu une petite coupure à 23 ans. Gros bosseur, tu l'as dit en début d'émission, pas forcément le plus doué, le plus talentueux. C'était ça, hein? Il y avait cette capacité de travail. Quand même, cette éthique. En cadet, pour être rentré en sport-études, il faut avoir fait podium au championnat de France. À l'époque, les critères, c'était ça. Pour rentrer en pôle France. Et moi, je suis le seul cette année-là à rentrer en sport-études et à ne pas avoir de podium. Donc c'était trop dur, j'étais un peu à ce complexe d'infériorité. Et c'est juste qu'au test, j'ai osé y aller de présélection et ils ont vu que j'avais bossé comme un dingue. C'était 3 jours, mon gars. J'ai pris tous les meilleurs, j'ai doublé tous les combats, j'arrêtais pas. Mais en fait, moi, c'est comme ça que je m'entraînais. C'est comme ça que j'ai toujours fait. D'ailleurs, peut-être trop près des compétitions, parce que j'arrivais cramé aux compétitions, parce que je faisais même ça à la veille. Et donc, c'est vraiment ce bosseur qui a tilté les gens, tu vois. Et quand je reparle avec les gens de mon club, ils disent: mais en fait, on voyait déjà que tu bossais comme un dingue. T'étais pas le meilleur techniquement, mais par contre, on voyait que tu bossais comme un dingue. Du coup, je suppose que quand tu rencontres des jeunes aussi, où tu te retrouves un petit peu en eux, qui sont pas forcément les plus doués de leur club, ceux qui font les meilleurs résultats, tu leur dis: n'abandonne pas, parce que regarde mon exemple.
Ça veut Je rien suis dire. parti de loin et je suis arrivé où aussi. J'ai toutes mes médailles après 30 ans, tu vois. Ouais. Donc même les gens qui pensent arrêter à 23 ans, ils disent ah, j'y arriverai pas. Mais persiste. Crois en ton rêve. Alors après, il y a quelques indicateurs qui te permettent de dire tu réussiras plus tard. Justement, transition toute trouvée à 23 ans. Ouais. Tu as 23 ans, tu es numéro 1 français, médaillé au tournoi de Paris, numéro 2 mondial, et tu fais un burn-out. Ouais. Alors sur le papier, comme ça, on peut se dire, bah, tiens, c'est bizarre, il a tout pour lui, toutes les médailles en tout cas, tout ce qu'il veut, tous les résultats, mais ça ne va pas. Ouais. Que s'est-il passé? Est-ce que tu peux m'expliquer? En gros, je suis en école de kiné à ce moment-là. Je suis numéro 1 français à 22 ans, donc tu pars partout et tu as grave de compétition. Et c'était trop pour moi. C'était allé trop vite. Et du coup, tu as un petit peu une fatigue globale, les régimes, tout ça. Et puis à un moment, tu as aussi une question de dire, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai choisi? Parce que si tu te rappelles, on a dit, je suis fils d'entraîneur. Du coup, est-ce que c'est vraiment mon choix d'être là? Tu sais, à 23 ans, tu t'orientes. Bien sûr. Est-ce que c'est vraiment mon choix? Et du coup, j'y vais. Ou est-ce que, vas-y, je pars faire, être hippie et faire un tour du monde? Ça aurait pu être moi. Bon, j'ai décidé de voie. Du coup, j'ai coupé avec le judo. Ouais. Complet. Et 9-10 mois après, j'ai décidé de revenir parce que j'ai vécu la vie d'un étudiant lambda Ok. et j'en avais envie. Donc tu as complètement coupé à ce Complètement coupé. moment-là, plus rien. Complet. D'accord. Et je suis numéro 2 mondial. Hein. C'est dur à encaisser pour la fédération. Tu m'étonnes. Et tous les gens autour me disent, mais il est passé où, mec? Ah ouais. J'ai coupé avec tout le monde. Et j'ai fait la fête, j'ai découvert d'autres choses. Et À ce vraiment, moment-là, c'est juste Axel, tu te dis que le judo c'est terminé ou tu sais dans un coin de ta tête que tu vas y revenir? Alors, je pense que, je sais pas si c'est terminé, mais j'en ai plus envie. D'accord. J'en ai un ras-le-bol complet. Et je me dis, vas-y, passe à autre chose. Et au bout d'un moment, et même assez longtemps, et c'est seulement au bout de 8-9 mois, je me dis, putain, mais c'est bien beau ce que je fais là. Mais en fait, monsieur et madame, tout le monde peuvent le faire, tout le temps. Et puis au bout d'un moment, c'est toujours les mêmes journées. Donc, ouais, bah, en fait, les émotions que tu as sur une compétition, bah, sur un tournoi de Paris, à Bercy, comme ça, ou un championnat du monde junior, où tu montes, tu vois, tu gagnes, tu te sens trop bien. Bien sûr. Tu perds en demi-finale, du coup, tu te considères dans ta tête de champion ou d'athlète comme moins que rien, et qu'après tu fais une place de troisième, que tu gagnes et que tu fais une troisième, et le roller coaster comme ça de dingue. Moi, j'ai dit, mais dans la vie de tous les jours, tu peux pas vivre ça. Non. Tu as un luxe de pouvoir faire ça. C'est clair. Fonce. En fait, c'est clair, et tu fais bien de le souligner, parce que tu vois, moi de ma place de journaliste, je reçois des athlètes, j'essaye toujours de comprendre ce que vous vivez, tu vois. C'est un peu mon métier aussi, c'est d'essayer de comprendre, mais je pense que c'est indescriptible, en fait. On a beau essayer de vous faire parler, de mettre des mots sur ce que vous ressentez, c'est quelque chose, tu peux que le vivre dans ton domaine. C'est ça. En fait. Puis tu vois, par exemple, t'imagines que quand tu perds une demi-finale, dans le tournoi de Paris, quand tu es jeune, c'est hyper important. L'image qu'on a en coulisses tout à l'heure, en fait, il se passe la même chose dans ta tête. Sauf que 20 minutes après, elle doit être super condensée, parce que 20-40 minutes ou 1 heure après, des fois 3 heures, mais souvent c'est 20 minutes, tu es de nouveau sur un tapis pour refaire la bagarre. Et si tu es encore dans ton truc où tu es dégoûté de ta défaite, tu ne switches pas et tu vas pas rechercher le combat. Donc savoir gérer ça, c'est incroyable. En tout cas, la résilience, c'est ce qui te caractérise, hein, clairement. On va parler des Jeux Olympiques dans cette émission. On est ici pour ça, on s'enflamme, la flamme olympique. Je pense que tu as un peu compris le truc. Tu as dû en avoir un sacré paquet aussi pour ton parcours, ton histoire avec les Jeux. Avant de parler de tout ça, moi, j'aimerais savoir un peu ton premier souvenir des Jeux Olympiques. Une édition qui t'a marqué, la première que tu as suivie à la télé. 96. Wow. Okay. Et J'étais pas né, hein, pour info, 96. Merde. Oh, putain, Là, tu prends un coup de vieux. Là. Ah, t'es un Désolé. enfant. Désolé. 96, je me souviens, mon père a emmené la télé en vacances parce qu'il n'y a pas de télé où on est en camping, pour être transparent, et qu'il met la télé pour être sûr qu'on puisse suivre les Jeux de 96. Et il y a les victoires de David Douillet, Marie-Claire Restou et tout ça. Donc à ce moment-là, tu te dis, cette compète-là, non, que dalle. Pas du tout. Non, je me dis, ouais, c'est génial, c'est juste mon premier souvenir des Jeux. Okay. Mais moi, à l'époque, je pense même pas être champion. Ok, d'accord. Ça m'arrive, on me demande de venir faire les tests de sélection qu'on a parlé tout à l'heure pour aller en sport-études. Et moi, la phrase que je me dis à ce moment-là, c'est oh, flemme de partir de chez moi. Franchement, je suis bien à Saint-Dizier, mais vas-y, t'y vas. Ouais. Je suis pris, putain, mais je suis le seul à pas être bon, normalement, je suis pas pris. Et du coup, je me dis, vas-y, et tu fais 3 mois, tu auras quelque chose à raconter à tes petits-enfants plus tard. Ah ouais. Et je m'étais vraiment dit, tu rentres aux vacances de Noël. Ah, c'est marrant ça, parce que tu vois, moi j'ai souvenir, première édition que j'ai suivie des Jeux et tout, j'étais là. Alors tu sais très bien, je pense que les journalistes sportifs, souvent, on est des sportifs ratés, hein, des sportifs de niveau un peu ratés. Hein. Je pense qu'on va pas me contredire là-dessus. Et moi, tout de suite, je me suis dit, je veux faire ça plus tard, tu vois. Mais toi, 96, t'es là, tu te dis juste que ça a l'air super cool, mais... Et pour moi, c'est des mecs à la télé qui sont... Je sais pas d'où ils viennent, c'est des extraterrestres. Ouais. Je peux pas être comme ces gens-là.
Moi, à ce moment-là, je suis pas du tout fait pour ça. Je me vois même pas, je me projette pas du tout. À l'époque, le mec qui me fait rêver dans mon club, il est champion de France, deuxième division de judo. Ok. Donc, il va pas faire les jeux. Wow. Et c'est le champion du club, tu vois. Donc, ça me paraît tellement loin. Ok. On va ouvrir le dossier un peu Jeux Olympiques te concernant, parce que ça n'a pas été simple. En 2008, bon là par contre tu en rêves. Hein. Ouais. Tu te dis je vais les faire, tu y crois, tu es encore un peu trop loin. Ouais. Hein, donc en 2009, tu es numéro 3 mondial, là ça semble être une évidence quand même pour Londres 2012. Tu as des problèmes personnels, il y a une concurrence aussi, qui font que tu as été qualifié mais non sélectionné. Ouais. Voilà. 2016, de nouveau parmi les qualifiés mais non retenu pour être le représentant français. Comment tu gardes la motivation après autant de claques? Là, ça fait quand même... alors, C'est dur. À ce moment-là, c'est dur. Ouais. Et j'ai mon diplôme de kiné un an après. Et en fait, je sais que j'ai été numéro 2 mondial à 23 ans. Et j'arrive pas à retrouver mon niveau aussi parce que j'ai pas les opportunités. C'est-à-dire qu'on a... Enfin, j'en ai certaines quand même. Mais on a du mal à me refaire confiance. Moi aussi. Et je me dis, mais c'est pas possible. Tu peux atteindre des trucs de dingue. Et je me dis, je dois travailler jusqu'à temps de retrouver ce niveau-là. Et je sais que je suis capable de ça. Au début, les gens le pensent aussi autour de moi. Et au fur et à mesure, il n'y a plus personne qui y croit. Ouais. Les gens, ils se disent, OK, c'était un potentiel. Et puis, il s'est loupé. Et avec ses études de kiné, il nous fait chier. Donc, voilà, on a perdu un athlète. Et moi, j'ai dit, non, je veux pouvoir retrouver ça. Et je déciderai quand est-ce que j'arrête. Ouais. C'est pas des gens dans un comité de sélection qui vont décider de mon arrêt de carrière parce qu'ils ont des arguments pour choisir ça, mais qui décideront de ça ou une blessure. Les gens qui me disent, tu sais, les croisés, c'est pour ça que je me suis arrêté. Non, je crois pas. Ça, j'y crois pas du tout. Pour moi, avec le travail, tu peux toujours atteindre un objectif. Et donc, j'avais dit, j'irai coûte que coûte. J'avais pas prévu que ce soit à 34 piges. Ouais. Mais par contre, ce qui est dingue, c'est que tu vas en effet leur prouver que tu es encore très compétitif parce que l'Olympiade qui va te mener vers Tokyo 2020, alors devenue 2021, elle est juste exceptionnelle pour toi. Tout simplement, tu vas enchaîner 3 médailles dans 3 grandes compétitions. L'argent aux Europes 2017, 3e au championnat du monde 2018 et encore une médaille de bronze au championnat du monde 2019. Là, c'est la meilleure des réponses, en fait. Ouais. C'est sur le tatami où tu prouves à tous ces gens qui t'ont critiqué, qui t'ont dit que tu étais fini, que ben non, tu es bel et bien là, et tu vas l'avoir, cette première qualification pour les Jeux. En plus, c'était triste à ce moment-là, mais ça mettait en lumière mon travail. C'est que l'équipe de France masculine était un peu en difficulté à ce moment-là. Donc, du coup, ça mettait en avant mon travail qui était différent. Ouais. J'avais essayé de m'entraîner un peu différemment, de fonctionner différemment. Donc, ouais, ça a montré que j'avais eu raison, et c'était cool. Ça me faisait chier pour mes potes. Mais ça mettait en avant mes résultats. Oui, c'est ça, tu dis travailler différemment. En 2014, tu montes ta propre équipe, en fait. Ouais. Donc ça, c'est aussi osé, quand même. C'est ça. Dans un sport qui ne se faisait pas ça du tout, je monte une équipe, de dire, OK, je m'appuie sur des gens qui seront toujours à mes côtés, dans les bons comme dans les mauvais moments. OK, je suis dans le bas, et ben je m'appuierai même quand ça va briller, on va aller ensemble tout en haut. Et donc, du coup, une équipe qui est financée par moi, personnellement, ou par mon club, à ce moment-là, ou par des sponsors. Mon club, c'est Sushi Judo. Je me suis orienté vers un club. J'étais attiré par plein de clubs qui pouvaient me proposer des gros trucs financièrement. J'étais sur un club qui me proposait moins, mais qui me proposait un staff autour de moi. J'ai dit, vas-y, c'est grâce à ce staff que je vais réussir à monter. Et après, je pourrai mieux gagner ma vie ou avoir les médailles. Et parler de ces 3 médailles 2017, 2018, 2019. J'aimerais m'arrêter quand même sur 2018, parce que c'est une médaille particulière pour toi aussi, parce qu'elle arrive quelques temps après la naissance de ton fils, Liam. Est-ce que tu peux me dire ce qu'elle représentait, cette médaille de bronze? En fait, je suis médaillé mondial à 31 ans, du coup, 2 mois et demi après la naissance de Liam. Et c'est juste dingue parce que à ce moment-là, tu dis, OK, je bascule dans les médailles mondiaux du judo français. Et c'est trop classe. En plus, ce jour-là, je marche sur l'eau. Je fais tomber sur 7 techniques différentes sur la journée. Donc, je suis dans le flow. Ça arrive très rarement. Pour la petite histoire, en demi-finale, il y a eu une décision d'arbitrage qui était très limite. Donc du coup, ce jour-là, je peux être champion du monde. Et c'est dingue, quoi. Alors que tout le monde pensait que c'était un peu un coup de chance que j'avais en 2017. Et là, je monte de mon niveau et je suis libéré, en fait. J'étais aussi celui qui n'avait pas à gérer la pression parce que je mettais beaucoup d'enjeux au judo, tellement je travaillais à côté. Et là, du coup, en fait, je pars au chemin du monde. Je m'en fous du résultat. Mais j'ai mon fils qui a 2 mois et demi, je l'ai dans les bras, c'est chose la plus importante de ma vie. C'est génial, t'as plein d'amour et tout. Et là, tu te dis, en fait, que je rentre de Bakou avec une médaille ou sans ma médaille, ça change que dalle, quoi. Donc j'y vais super détendu. Et le résultat, il est magnifique. Ouais. Il est magnifique et tu confirmes en 2019. Donc on se dit, bon, JO de Tokyo 2020, à ce moment-là,
c'est pour toi, tu es programmé pour être médaillé, tu es dans une forme olympique, on peut le dire. Et finalement, on apprend que Tokyo 2020 se transforme en Tokyo 2021. Comment tu l'encaisses, toi, Axel? Là, c'est la merde. C'est la merde parce que déjà, moi, j'étais comme un dingue. Je suis plus tout jeune, hein. Je suis comme un dingue pour 2020. Je suis sur les meilleurs rails. Quand il y a le confinement, j'ai juste de battre le champion d'Europe, puis le champion du monde au Tour de Paris à Bercy, à la maison, alors que j'étais blessé. Et donc, je me dis, ouais, le mec, j'ai une confiance max. Sauf qu'en fait, quand il reporte les Jeux, déjà, je me dis, waouh, comment je vais tenir un an de plus. Et surtout, j'avais le début d'une pubalgie. J'avais les ajusteurs qui étaient désinsérés un peu à droite. Et on avait décidé de faire un peu la politique de l'autruche, d'un commun accord avec le staff médical, de faire des infiltrations, de cacher la douleur. Donc tout va bien, sauf que quand on dit on reporte d'un an, là je me dis, ouah, c'est la merde. Parce que je sais qu'en tant que kiné, qu'on ne peut pas faire des infiltrations comme ça à tir-larigot parce que ça abîme les tendons. Et là on dit, aïe. Et ça n'a pas loupé. Au retour du confinement, il y a l'adducteur qui se désinsère encore plus. Et là, on doit changer de stratégie thérapeutique. Et donc, du coup, on se dit, aïe, comment on va faire? Et donc là, on est obligé de partir sur une rééducation. Et je pars, après 4 mois de confinement, je pars sur 5 mois de rééducation. Et c'était un calvaire, quoi. Jusqu'au jeu, un calvaire. Un calvaire. Wow. En un an et demi, je fais moins de 3 mois de judo. J'étais arrêté tout le temps. Avant chaque séance de judo, je devais faire une séance pour tonifier la zone de renforcement la veille. Et j'avais 40 minutes d'échauffement avant la séance pour préparer la zone parce que sinon je prenais des coups de poignard dans le ventre. Et encore avec tout ça, je prenais des coups de poignard pendant les 15-20 premières minutes de judo et après seulement je pouvais m'exprimer. Et après j'avais un protocole d'1 heure de rééduc de soins après la séance, bain froid direct et immobilisation par les kinés pour soulager toute la douleur. Ça compensait de partout, c'était une horreur. Donc ok, tu arrives un peu cabosser au vrac, jeu, en vrac. En plus je fais la commotion en plus. Bah oui. Tu sais, quand les jeux commencent, que c'est mort pour toi en indif, que tu pourras rien Non, faire, parce que je me dis, non, j'avais réussi, notamment les Europes 2017, où avec très très peu d'entraînement, j'arrivais à être performant. Ouais. J'avais travaillé ma tête, j'avais fait des. Comme tu l'as dit, le jour J, quoi, tu sais te transcender, tu sais être dedans, quoi. Le judo, j'en faisais depuis 20 ans. Je sais ce que c'est que performer une jour J. Je me dis, t'inquiète pas, ça va sortir. À la stratégie et tout ça. Ouais. Ça manquait de technique, de sensation, je le sais. Mais je me dis, je vais y arriver, quoi. Alors quand on dispute ces premiers jeux, il y a toujours un dilemme. C'est soit profiter pleinement de l'expérience, être à fond, regarder un peu partout, ou alors rester dans sa bulle, vraiment pour performer. Toi, tu as choisi quel camp pour entre les deux. Même si l'ambiance était particulière à Tokyo, hein, avec le contexte Covid. Je suis entre les deux. Je me souviens, quand on arrive au village olympique, avant je suis dans ma bulle, l'arrivée au village olympique, c'est waouh. Ouais. Et là, coup de chapeau à mon pote Luca Meridze, parce qu'on arrive 2 jours avant sa compétition. Luca, qui est mon binôme de chambre, qui fait médaille derrière, alors qu'il n'a pas longtemps. Alors qu'on arrive au village, on est avec Guillaume Chen, on fait waouh, c'est dingue et tout, il y a ça à faire. Au début, on y va, en une journée, je fais waouh, trop bien, attends. Au bout d'une journée, je me dis attends, t'es en train de te perdre là, mec. T'es en train de visiter, t'es comme dans un parc d'attractions. Reviens, recentre-toi parce que sinon t'es mort. Les émotions, elles sont là-haut. T'as des champions partout. Français dans l'ascenseur, tu croises un tel. Bien sûr. T'as croisé justement des grands champions comme ça? C'est marrant, la première personne qui me vient en tête, c'est que, dans l'ascenseur, je me souviens, je croise Cléopâtre Darleux, que je voyais avec des grands yeux à l'époque. C'est la gardienne de France. Incroyable, donc j'étais fan. Après, Flo Manodou à la séance de massage, qui est maintenant devenu un pote, les deux d'ailleurs. Et du coup, tu fais, ok, on y est. Et après, dans le village, tu croises plein d'athlètes. Mais avec le Covid, c'était très particulier. Oui, je me doute. Parce que les gens ne se parlaient pas, contrairement aux autres jeux où tu as des points de rassemblement et tout. Là, les gens se croisaient, même je me souviens avec certains sports, on se checkait à peine avec mes potes de l'aviron, Mathieu Androdiaz et Hugo Boucheron. C'était même pas un check du coude parce qu'ils étaient vachement craintifs du Covid. Donc, c'est sûr. Alors Paris, tu n'as pas participé à la compétition, mais tu as eu un autre rôle aussi très important. Et en effet, tu as dû faire un peu la comparaison entre Tokyo et Paris en termes d'ambiance et de ferveur. C'était différent, mais bon, ces jeux, en tout cas, pour toi, en indiv, ça se passe mal, hein, on peut le dire. Évidemment, on l'a dit, tu arrives avec une préparation complètement tronquée. Mais derrière, il y a le par équipe. Le par équipe mixte. Attends, en indiv, je perds quand même contre le champion du monde bien sûr. au Golden Score. Non, mais bien sûr. Attends, c'est quand même une super perf. Mais déjà, non, mais attends. Non, mais est-ce que quand tu es dans le Golden Score comme ça, tu ressens des douleurs, des trucs où quand tu es sur le tatami, il n'y a plus rien, c'est bon, tu es lancé. Sur un enjeu comme ça, tu ne ressens pas la douleur. Non. Okay. Tu es juste matrixé, focus. Tu sais ce que tu dois faire. Tu penses à je dois lui prendre la manche, je dois me décaler sur la gauche. Tu as tes consignes qui sont claires. Tu ne penses pas à ça. Bon, le par équipe mixte. Finale face au Japon, chez eux.
Donc là, évidemment, tout le monde a les yeux rivés sur cette grande finale. Déjà, comment on aborde une compétition comme ça, par équipe, où là, c'est plus seulement ton résultat personnel, c'est un collectif. Tu sais que tu peux apporter ta pierre à l'édifice. Bah, en fait, moi, je me dis, je perds en indiv, je m'effondre. Tu vois, comme je dis, j'étais programmé pour performer. À Tokyo, je dis, putain, c'est une horreur. Désolé pour le gros mot. C'est une horreur. Je me suis loupé. Je suis dans le noir et je suis dur au village olympique. Voilà, tu subis tes moments. J'ai 3 jours, je subis. Et à un moment, la veille, tu es vraiment enfermé, tu as du mal à aller voir les copains. Et la veille, je me dis, par contre, demain, tu as la chance, tout le judo français, ceux qui ont perdu comme ça au jeu, c'est un échec à vie. Toi, pour la première fois, tu as la chance d'avoir une deuxième chance demain. Donc saisis-la. Donc déjà, je me dis ça. Bon, en même temps, il faut se dire que tu dois refaire la perte de poids, donc c'est dur aussi, tu vois. Et au début, ça va bien, hein. Je me dis, vas-y, je me motive et tout. Mais je reviens dans mon truc assez codifié. Et le pire, c'est qu'au premier tour des équipes, je perds aussi. Ouais. Et là, je me souviens très bien. Claque. Ah ouais. Et là, je me dis, et là, c'est là où je prends la claque. De ce que tu me dis, ouais, ma blessure et tout ça. Là, je me dis, ouais, super. Tu étais censé être super fort. Tu as zéro sensation. Tu vas être le mec, on va faire une médaille au bout. Je sais pas la couleur, je pensais pas du tout alors. Et tu vas être le pélo qui aura perdu tous ses combats. Et là, c'est horrible. Et là, je pars en salle d'échauffement et je m'effondre. Et enfin, les émotions, elles sortent en fait. D'accord. Et elles n'ont pas réussi à sortir pendant les 3 jours. Et enfin, je lâche. C'était le déclic en fait, ce moment. Ouais. C'était le moment qui a fait tout Exactement. basculer. Parce qu'après, en demi-finale, je prends le mec qui m'a battu en individuel. Donc le combat d'après, parce qu'en plus, je sais que je reprends, c'est presque ma bête noire, le mec. J'y arrive pas avec son judo. Et je le reprends, donc je prends le champion du monde. Et après, je prends le vice-champion du monde si on passe. Et là, je me dis, wow, les 2 combats qui arrivent, c'est un cauchemar. Et heureusement, je lâche. Et je me dis, là, j'ai ma psy au téléphone. Qui est Myriam Salmi, Myriam Salmi, qui accompagne beaucoup d'athlètes. Évidemment. Tu as eu Isaora il n'y a pas Voilà, longtemps, donc exactement. qui l'accompagne aussi. Et Teddy et bien d'autres. Et du coup, qui me dit, vas-y, switch. Souviens-toi du petit accent qui s'est mis au judo, qui s'est amusé. Maintenant, tu veux tout bien faire, ça marche pas. Amuse-toi, lâche tout. Avec mon coach Christophe Massina, il me dit ça les deux. Et du coup, je switch. Et là, je me vois comme ça, à jouer, à rigoler, tu vois. Et je commence à avoir le smile, tu vois, et à me dire, vas-y. Et au final, le combat contre de la demi, il n'a rien à voir. Bien sûr. Parce que je suis dans le jeu, je le mets dans le ventre partout. Tu compares les 2 combats, il n'y a aucun point commun. Ça paraît tout con, hein, finalement, quand tu le dis comme ça, mais tu sais, moi j'ai reçu aussi Manon Apiti-Brunet, championne olympique de sabre. Et tu parles de plaisir, de jeu. C'est clairement ce qu'elle m'a dit aussi pour décrocher cette médaille d'or. Elle était dans ce mindset-là. Juste s'amuser. Voilà, prendre du plaisir, sourire, avoir le smile et faire sa compète. Et ça mène vers une Mais médaille c'est ce d'or. qu'on te dit, tu vois, c'est ce qu'on veut faire. Ouais. Mais entre C'est tellement le dur à appliquer. vouloir et il y a tellement d'efforts, de Bien sûr. sacrifices pour en arriver là, que tu te dis, vas-y, je vais tout bien carré. Tout. Je suis plutôt un mec comme ça. Tac, tac, tout est comme ça. Donc, vas-y, je fais comme ça. J'ai mon schéma, c'est comme ça. Si tout est carré dans mon judo, l'autre, c'est trop facile à me lire. Donc, vas-y, mets de la folie. Et c'est comme ça que tu es fort. Et ça, en fait, tu l'oublies parce que tu reviens à tes automatismes. Mes automatismes, c'est quoi? C'est le gros bosseur, c'est le mec qui est carré. Et je suis revenu dans mes travers. Comment on se positionne dans une équipe comme ça, là, avec le par équipe mixte, où tout le monde a fait médaille? Alors, Guillaume Chen n'a pas fait médaille, mais était remplaçant. Tous les autres ont fait médaille. Toi, tu t'es un peu planté en indiv. Comment ça se passe avec les autres qui, eux, ont le smile, sont en confiance après avoir performé? Et toi, tu arrives et tu n'as pas la médaille. Est-ce que ça se fait naturellement? Tu le connais par cœur? Naturellement, en fait, on a déjà combattu comme ça. J'y pense pas. Okay. Ouais, non, j'y pense pas. Ils connaissent ma valeur et des médailles que j'ai fait avant, donc je pense pas vraiment à ça. Par contre, ils m'ont apporté cette folie, ce relâchement qui les caractérise, qu'ils arrivent à avoir sur ces grands événements, et que du coup, Teddy, Clarisse, Roman et tout ça, et du coup, ça me permet de rentrer dans ce jeu et dans cette libération, quoi. Raconte-moi la chambre d'appel. Moi, c'est un truc qui me fascine. Moi, je connais un peu avec l'athlétisme, tu vois, il y a des chambres d'appel, ce qui est très intimidant parfois. En judo, comment ça se passe, par exemple, cette finale face au Japon, la chambre d'appel? Tu peux me raconter ce moment? Il y a plein d'histoires. Il y a un moment qui est dingue. Alors, c'est plus encore avant, la salle d'échauffement, D'accord. où, en gros, au judo, chaque pays a son coin, la salle d'échauffement. Et au fur et à mesure, on est en finale, il n'y a plus que deux équipes. Et t'as les Japonais, on a une coupure de 4 heures. Du coup, tu as les Japonais qui sont dans le calme et tout.
j'imagine en train de méditer et tout. Et nous, on joue au Uno, on déconne, on venait aller manger, on déconnait ce qu'on allait faire avec la prime olympique et tout. Et au moment de se réchauffer, ça met l'enceinte et ça part en battle de danse. Alors que tout le monde est censé, tu te dis c'est pas possible, il y a un enjeu dingue. Claire. C'est un des plus gros événements des Jeux à ce moment-là qui allait être regardé parce que c'est le Japon chez eux, le sport majeur. Et nous, on déconne complètement. Ça danse, ça rigole. Et maintenant, j'ai récupéré une vidéo. On m'a envoyé une vidéo de ce moment-là. Il est incroyable. Et moi, je me fais embarquer dans cette folie, ce qui est génial, tu vois. Et donc, du coup, d'ailleurs, j'ai vu une vidéo hier de Perrine Lafont qui a fait sa médaille il y a quelques jours. Et du coup, qui jouait à un jeu de cartes aussi à ce moment-là. exactement. En fait, il faut t'occuper l'esprit. Ouais, Sinon, tu te rends compte de l'enjeu où t'es. Ouais. Donc, du coup, tu t'amuses, tu rigoles. Et du coup, ça te permet d'être après dans le jeu et d'être dans Je l'instant. connais, ils ont dû vous regarder. Ils ont halluciné. Ils vont se dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils Ils ont font halluciné. Ils ont halluciné. Ils se disent, attends, il y a un enjeu de malade pour eux à la maison, c'était dingue. Et le responsable de l'équipe, le head coach, qui est Kosei Inoue, qui est un grand champion, essaie de les rassembler pour les remettre dedans. Et il y a une partie de la finale qui se joue là parce qu'ils disent, c'est pas possible. Ouais. Bon, après, il y a une deuxième anecdote qui est magique. Vas-y. Je sais pas si je peux la dire. Ah, vas-y, vas-y. Je pique la rêve, c'est à Guillaume Chen. Vas-y. Et on est les 4, parce que on est les 6 comme ça, face à face, pendant quasiment 20 minutes comme ça. Tu te regardes et tout, tu vas combattre face à ton adversaire. Ouais. Et t'as Guillaume qui fout un coup de coude à Sarah, qui fait Sarah, regarde. Désolé Guillaume, je te la pique. Il lui manque un orteil. Et pour de vrai, sa concurrente, il n'avait que 4 orteils et un pied. Et là, du coup, t'as toute l'équipe qui part en fou rire. Et du coup, bah ouais, c'était magique. Ça doit être un contraste énorme, quoi. Ah ouais, L'équipe et puis de du coup, ils France peuvent en pas fou comprendre en rire face. et les Ouais, c'est Japonais à fond, hyper concentrés. C'est ça. Bon, en tout cas, cette finale, on va la raconter un petit peu sur le tatami, ce qui s'est passé. Clarissa Agbenienou, elle lance les hostilités, elle remporte son combat. T'es le deuxième à passer. Ouais. T'es opposé à Mukai. Tu fais quoi juste avant de rentrer sur le tatami? Je sais que tu as un petit rituel intéressant, on en a un petit peu parlé tous les deux. Ah, ouais. Juste avant, je me remémore mes schémas et tout ça. En gros, 3 stratégies. Ouais. Prep mentale, tu peux pas avoir plus de 3 consignes, sinon T'es ton cerveau est débordé. Et donc, du coup, je me concentre là-dessus. Et puis, il y a un mot qui me permet de m'apaiser. Je cherche surtout à m'apaiser. C'était PSA. Donc, c'est à ça que tu fais allusion. Exactement. Et c'est poser, serein, appliquer. C'est les 3 mots que je me répétais pour calmer ce niveau d'excitation qui peut me correspondre. Poser, serein, parce que quand j'ai confiance en moi, quand je suis serein, je peux être dans les meilleurs mondiaux. Et appliquer, c'est ma capacité à être précis sur les mains ou sur mon enchaînement au sol qui va faire que je peux battre n'importe qui. En tout cas, ce combat, c'est un combat de guerrier, tout simplement, qui sera même interrompu pendant plusieurs minutes. Tu saignes au niveau du front, on vient te mettre le bandage et tout. Enfin, tout est magique. Golden score. Et au bout de 2 minutes, tu trouves la faille. Ouais. Je trouve même pas la faille, je le pousse à l'erreur. Ouais. C'est encore différent, c'est-à-dire que je faisais beaucoup d'analyse vidéo de mes adversaires pour savoir tous leurs points faibles. Je savais que l'adversaire Mukai peut être fragile psychologiquement, donc avec un jeu, quand ça allait durer, il allait stresser et faire des erreurs. Et j'avais observé aussi qu'à un certain moment, il y avait un mouvement qui faisait beaucoup moins bien, et il venait attaquer ma jambe droite, et qu'il fallait que je fasse tel mouvement à ce moment-là. J'avais beaucoup bossé en amont dans l'année qui arrivait. C'est un Uchigari un peu particulier. Ouais. Et même en chambre d'un salle d'échauffement, je leur travaille avec Alexandre Idir, qui était à l'époque mon concurrent, qui est devenu mon collègue en équipe de France. Et je le travaille devant lui. Et du coup, j'arrive à le pousser à cette erreur et à ce qu'il vienne attaquer cette jambe-là. Et du coup, l'automatisme est directement là et je le fais tomber, quoi. C'est un grand moment, mais c'est pas fini, puisque ensuite Romain Dico perd. Ouais. Mais Teddy Riner et Sarah Léonie Sissi qui finissent le travail. Victoire 4-1, médaille d'or, titre olympique. Tu te souviens de la première chose que tu as faite après que Sarah Léonie finisse le travail? On a sauté partout. On a sauté partout. Ça a duré toute la soirée, ils sont hallucinés. Genre. On a sauté partout. On était complètement hystériques parce que c'était. Enfin, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est comme si on battait le Brésil au Maracana 4-1. On leur met 4-1, ils n'avaient jamais perdu en équipe, le Japon. Donc c'était juste dingue. Et voilà, on saute partout, on est comme des gosses. Mais tous, hein, on est comme des gosses. Et voilà. C'était ouf. Et après, je me souviens que j'ai appelé mes parents alors qu'on était encore en train de sauter partout. Mais voilà, ça dure quand même un bon moment, ça. Je me souviens que les médias nous attendaient tous en zone mixte et qu'en fait, nous, on s'amusait partout. Ça, c'est des moments qu'on aime voir. Une médaille d'or olympique, alors c'est le Graal. On en a discuté, nous, avec Stéphane Parez, champion olympique de rugby à 7. Ouais, super mec. Super mec, exactement. Fan de cuisine. Fan de cuisine, mais qui veut que je l'emmène chez mon pote Juan Arbelez. Eh ben voilà, tu vois, tout est lié finalement. Et regarde ce qu'il nous a dit à ce sujet.
C'est assez marrant que tu parles de Jérôme Daré tout de suite parce que je suis retombé sur un briefing avant même que les Jeux ont commencé où il vous explique que si vous gagnez les Jeux, vous êtes au pic de l'Olympe. Ouais. Et sur le pic de l'Olympe habitent les dieux. Exactement. Donc si tu gagnes les Jeux, tu deviens un dieu. Est-ce qu'à ce moment-là, quand on est sur le podium, la médaille d'or autour du cou, on se sent au-dessus de tout, on se sent comme un dieu? Bien sûr. Surtout en France. C'était juste incroyable. Et les quelques jours qui ont suivi, on était encore dans l'Olympe. Hein. Et en fait, tu te rends compte que... Enfin, c'est pas que tu te rends compte, mais tu te dis, mais en fait, je peux faire ce que je veux. Je suis médaillé champion olympique. C'est démesuré totalement. Enfin, ça nous déconnecte totalement de la vie réelle. Et il faut faire attention à ça. Mais c'est un sentiment de taré. Ouais. C'est un sentiment de taré. On se sent comme un dieu, Axel? Alors moi, c'est pas la première chose que j'ai ressenti. Ouais. J'ai ressenti un apaisement D'accord. et de me dire, ok, j'ai redonné à mon pays ce qu'il m'a apporté pendant des années parce qu'on est financé par l'État pour faire ça. Par contre, derrière, ce qu'il ressent, ouais, nous on l'a ressenti quand on est revenu en France Ouais. parce que à Tokyo, il n'y a pas de public, donc tu as moins ce sentiment-là. C'est juste, ouah, entre nous, c'était ouah. Et par contre, quand on est arrivé en France, c'est de la folie. Tu m'étonnes. Les gens sont tarés. C'était de l'hystérie. Je me souviens, on est arrivé au Trocadéro. On est dans un van noir. On sort. On a besoin de. Il nous a mis un service d'ordre. Ça m'a halluciné. Je voyais, j'entendais les mecs au Tokyo. Et là, on sort. C'est de l'hystérie totale. Il y a un couloir pour nous emmener. Et là, on se rend compte de ce qu'on a fait. Les gens sont complètement fous, hystériques. Et au Trocadéro, ça paraît normal. Mais en fait, après, en tant que médaillé olympique, champion olympique, tu fais des événements comme ça. Tu peux le faire quasiment pendant 2 mois, ou pendant 2 mois, surtout 15 jours, 3 semaines, c'est de l'hystérie, peu importe où tu vas. Tu as tous tes sponsors qui te font venir, tu rentres dans ta ville d'origine. J'ai eu une ovation dans ma ville d'origine à Saint-Dizier qui était dingue. Bien sûr. Et partout T'arrives où à tu vas, Vitseb, tu vois sur la grande photo. tout ce que de tu la fais, médaille c'est de d'or. la folie. Tu sais, tout le monde veut que tu passes et tout. Je me souviens, les gens te disent, vas-y, passe là, passe là. Ouais, je me souviens, je pensais passer 20 minutes. Chaque endroit où tu penses passer 20 minutes, faire un coucou, c'est 2-3 heures parce ouais. que les gens sont comme des tarés. Et c'est vrai que ça fait perdre pied pendant quelques temps. Bon, l'avantage, c'est que ça dure pas si longtemps. Ouais. C'est que après, tu redescends. Moi, je me souviens, je me suis quand même barré à l'étranger parce que je voulais kiffer, me retrouver avec ma Ah famille. ouais, normal. Je me Beaucoup suis barré à font ça, hein. l'étranger et pour pouvoir redescendre parce que tu dis, ouais, je peux pas tenir là-haut. Je suis fatigué de ma prépa, fatigué de la compète. Effervescence de malade. Ouais. Et tu fais waouh. L'avantage, c'est que c'est au mois d'août. Ouais. Après le mois d'août, ça se calme un peu parce que tout le monde est en vacances. Bien sûr. Sauf quand tu reprends un shoot de ouf en septembre et c'est de nouveau de la folie. Franchement, tu fais la rentrée des clubs, tu fais la rentrée dans les écoles, as plein d'événements, tu vois, à ce moment-là. Et c'est fou. Ouais. Mais c'est beau. Bah c'est clair. Tu crées des super beaux souvenirs. Maintenant, tu vas en créer d'autres, puisque Ouais. je l'ai dit en début d'émission, tu as officiellement rangé le kimono. Et on va parler de ce que tu fais un petit peu maintenant dans cette rubrique qui s'appelle Chaud devant. Alors, beaucoup de casquettes pour Axel. Tu es coprésident de la commission des athlètes de haut niveau du comité olympique français. Vous connaissez bien sur Sport en France, une émission était dédiée d'ailleurs à ça, la CAN. Tu es aussi kiné, tu l'as dit. Tu interviens en tant que conférencier, consultant en entreprise. Puis tu as toujours un pied dans le judo. Ça fait beaucoup tout ça. Tu arrives à tout gérer, Axel, bien comme il faut? C'est pas toujours évident. Ouais. J'essaie de m'organiser au mieux. Je cours beaucoup. Tu vois, je suis arrivé ici en courant. Ouais, il y a pas mal de choses. Mais en fait, c'est génial d'avoir toutes ces opportunités. Il y a beaucoup de choses qui sont dans la transmission. Tu vois, la CAN, la commission des athlètes, pour moi, c'est important d'en parler, de s'être engagé dans ce truc-là, parce que pendant des années, toute ma carrière, j'étais à la café de INSEP où on fait, putain, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas dans le sport, au début dans le judo. Puis après, tu te rends compte que dans tous les autres sports, donc on en parle entre athlètes, tu fais des heures et des heures. Ouais, bah c'est bien beau d'en parler autour d'un café, mais Faut faire bouger les choses après. engage-toi pour faire Ouais, bien bouger sûr. les choses. Donc c'est important pour ne pas que les autres générations soient bloquées et qu'on subisse les mêmes choses qu'on a critiquées. Donc le but, c'est de faire bouger les choses, de s'entourer, tout ça. Ouais. Donc les semaines d'Axel Clerget, ça se compose comment maintenant? Elles sont de plus en plus structurées, Ouais. où du coup, il y a, Il y a la famille quelques aussi, à côté, journées, hein, bien et sûr. ta vie personnelle. Il y a quelques journées qui sont dédiées pour les entreprises pour lesquelles je travaille.
notamment deux jours et demi. Il y a des journées spéciales pour la commission des athlètes où j'essaie de rassembler ces événements à ce moment-là, mais on est sollicité un peu à droite à gauche. Ouais. Puis après, il y a tous les événements qui viennent et que tu dois répondre et que tu dois faire. Et la vie de famille qui reste une priorité. Mon petit garçon que tu as vu là, Bah oui. voilà, ses belles années et les années où il a besoin de son papa, elles sont maintenant. Donc ça prend une place importante aussi. Donc c'est important de pouvoir répondre à ses besoins et passer du moment simple et fort avec lui, qui lui crée des souvenirs et qui l'aide à grandir comme il faut. Bah, tu sais quoi, tu me fais une belle transition parce que maintenant, tu as parlé de Liam, hein, tu es son papa, mais on va parler de ton papa. Ouais. D'accord ? Ensemble, dans cette rubrique Au coin du feu. Tu es là ? Je vais m'installer juste à côté de toi, Axel, pour cette petite rubrique. On va parler de ton père. On en a un petit peu parlé déjà. C'est bien, Francis. on a le même gabarit. Ouais, mais quasiment. Hein, franchement, Oh, l'image. on y voit que du feu. Non, mais c'est parfait, c'est parfait. Je pense que je suis bien à ma place ici. Donc, Francis. Heureusement que j'ai mis une veste noire, sinon ça Oui, devait être oui. Non, mais attends, j'ai pas encore, je suis pas encore en prise de base. Tu sais, moi, il y a des périodes dans l'année. Hein. Je gère mon entraînement comme je peux. On ira pas faire un footing ensemble. Ah oui, voilà. Par contre, là-dessus. Comment tu décrirais ta relation avec ton père, Francis, actuellement là ? Elle est plus à distance, elle est plus en relation père-fils maintenant que ce n'a été au début, donc c'est cool. Ouais. Et c'est important de retrouver ce rôle-là, plutôt qu'à un moment, c'était pas évident. Et c'est marrant, c'est le moment où j'ai le déclic, où c'était plus l'entraîneur. Donc c'est plus une relation, je dirais, paternelle du coup. Ouais. Ah, c'est vrai que ça doit être compliqué, ça, quand ton père est coach. Beaucoup d'athlètes, hein, où c'est comme ça, c'est une affaire de famille, où c'est difficile de trouver le bon équilibre entre la vie personnelle, la vie sportive. Toi, tu l'as ressenti, ça, du coup. Ouais, et c'est ma mère qui a un peu tiré la sonnette d'alarme. Et heureusement, et tant mieux, et un gros coucou à ma mère. C'était important de pouvoir mettre des barrières. Voilà, quand on rentre à la maison, on essaie de mettre le jeu de côté. Et chez nous, on est des hyper passionnés, donc c'est pas forcément évident. Dans d'autres familles, je sais que c'est plus facile. Chacun est différent. Donc là, c'est mieux. Tu as pu avoir un peu ce truc-là, Axel, de te dire si je veux rendre fier mon père, je dois être performant au judo. Je pense que c'était inconscient. Ouais. Je pense que c'était inconscient. Jamais de façon évidente, mais si tu y réfléchis, bien sûr, si tu vas chercher en psychologie, je pense qu'il y a des choses où tu veux rendre fier le père, ça serait mentir que de dire l'inverse. Mais c'était pas conscient, c'était pas clair et ça n'a jamais été dit. Voilà. Après, c'est beau de mettre la larme à l'œil à ton père quand tu gagnes une compète. Forcément, c'est un milieu qui connaît, donc oui, il y a une partie. C'est quelqu'un de pudique, de démonstratif. Il est comment, Francis ? C'est quelqu'un qui ne va pas exprimer les émotions, mais qui va le montrer. Il a l'alarme facile sur une émotion sportive, comme moi, je t'ai dit tout à l'heure. Et donc il va le montrer comme ça, mais après, il n'y aura pas de mots. Il y aura pas de mots. Sur les compétitions, il est comment ? Il est très présent, il est très stressé, il est un peu en retrait. Au début, hyper présent. Et en fait, à 27 ans, j'ai essayé de vraiment prendre assez tard, hein, du coup. J'étais resté dans son club, licencié. Et du coup, j'avais changé de club et ça a beaucoup aidé. Et du coup, au fur et à mesure, il s'est éloigné et il a fait confiance aux autres. Donc, c'était beaucoup mieux. Il avait un œil après qui orientait un peu à distance, mais qui passait par les entraîneurs, mais plus vers moi en direct et c'était beaucoup mieux. Et après, il pouvait plus profiter et vivre le rôle de père plutôt que de vivre le rôle où il était là trop présent. Il t'a transmis beaucoup de choses dans le judo. Ça, on l'a évoqué dans cette émission. Dans la vie, c'est quoi la plus belle chose qui t'est transmise, ton papa ? Elle n'est pas facile, cette question. Non. Je pense que c'est la valeur travail qui est énorme chez mon père et la valeur de respect aussi. La valeur travail, elle est énorme, donc c'est peut-être le plus beau cadeau parce que, comme je te dis, je me suis construit là-dessus. Ton père, il intervient beaucoup dans le doc, hein, le 174e combat. C'était important, ça, pour toi, de l'avoir sur beaucoup de séquences, qui s'exprime, qui donne son point de vue ? Pour être honnête, pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout. C'est un choix du réalisateur. Okay. Je lui ai dit, moi, je vais laisser carte blanche. Et en fait, il a interrogé plusieurs personnes de mon entourage. Et c'est lui qui a décidé de mettre cette place-là à mon père. Moi, j'avais donné aucune orientation. Au contraire, peut-être, pour ne pas être dans l'image cliché, peut-être. C'est un choix de Lucas et que je respecte parce qu'il l'a touché, je pense, par ses mots. Et que ses mots dans le documentaire donnent une dimension différente au documentaire. C'est-à-dire qu'on est sur de la performance. Et pour ne pas spoiler, mais il y a un moment où il dit on est là pour former des êtres humains et pas que des champions. Et je pense que ça montre aussi ma mentalité en s'engageant aussi sur la CAN, où on travaille sur l'être humain, on ne travaille pas que sur la performance, on travaille sur tout ce qui est sur de la vie de l'athlète, les conditions de vie, et pas que les conditions de performance. Donc ça, c'est important. Et je finirai là-dessus, mais j'ai l'impression aussi que ton père t'a transmis l'envie de transmettre, en fait. Ça, c'est sûr. C'est ça, hein.
Bah, mon père et ma mère, du coup. Ouais. Et Parce la que mère aussi. ma mère, je vais inclure dedans, elle est quand même aussi enseignante. Bien sûr. Donc des fois, on me dit, mais pourquoi tu es à fond là-dedans? Bah ouais, quand j'y réfléchis, mon père et ma mère ont toujours fait ça. Donc ouais, transmettre, pour moi, c'est important. Transmettre avec les gamins, transmettre dans l'entreprise comme je fais, ce que j'ai pu développer comme soft skills grâce au haut niveau, ou transmettre avec la CAN pour ne pas que les plus jeunes sportifs subissent les mêmes inconvénients qu'on a eu, nous, champions. Beaucoup de belles choses. Beaucoup de belles choses. On va finir cette émission sur une petite note plus légère. Vas-y. Allez, c'est parti. Ah bon. La tier list d'Axel Clerget, c'est tout de suite dans Tout fait tout flamme. Alors, la fameuse tier list, bon, vous en avez l'habitude maintenant, 5 catégories, flamme olympique, feu de camp, briquet, allumette, cendre. Flamme olympique, c'est le top du top. Plus on descend, moins c'est bien. Trop bien. Ok. Des éléments à classer, je te laisse nous les commenter rapidement, Axel. Dans l'ordre que je veux? Ouais, La ouais, 10. vas-y, dans l'ordre que tu veux. Ah putain, la 10. Comme par hasard, ce que La je 10, c'est déteste. pas bon, ok. Le dozo Axel Clerget, magnifique. À Remiremont, la photo de celle-là, que j'ai inaugurée en décembre. Ouais. Et j'ai la chance d'en avoir 3. Il y en a 2 autres, la Bouexière, aussi en Bretagne, et un Verdante. Donc c'est magnifique. L'aérox, c'est le sport qui m'a permis de feu de camp. On va pas mettre flamme Ouais, olympique. parce que Ah, et c'est si, parce quand qu'ils même- rêvent d'être un sport olympique. Allez, je leur fais un coup de pouce. Ah, tiens, monte un tout petit peu la tablette. Hop, Pardon. c'est parfait. Voilà. Putain, c'est dur. Jigoro Kano, flamme olympique. Jigoro Kano. Tiens, Créateur. ouais, voilà, question très rapide. Donc, Jigoro Kano, créateur du judo, il représente quoi pour les judokas On sait qu'on le salue avant chaque entrée sur le tatami. Ah, ça, c'est propre à chacun. Ouais, mais Tu vois, pour moi, toi, ça par va exemple. être. Moi, je me dis que c'est celui qui a créé notre sport Ouais. et que je me suis construit grâce à ce sport. Ouais. Donc, en fait, sans lui, je serais devenu un autre homme. Donc, je lui dois beaucoup. Ok. Je me dis comme ça. Ah ouais, non, mais ça. Par oui, conséquence, c'est tu vois. Le père de tous les judokas. Après, clairement, on n'a pas côtoyé. Hein. Oui, bien sûr. Donc, Non, je mais ne sais ça, pas je- l'homme que c'était. Hein. Je ne suis pas assez renseigné, peut-être. Le kilomètre vertical. C'est une blague ou quoi? Non, non. Tu sais que je me suis déjà aligné sur un kilomètre Je sais, Axel. Attends, j'ai quand même bossé. Je sais, c'est pour ça T'as que c'est là. beaucoup bossé, C'est mais pour c'est ça que c'est impossible. là. C'est impossible, Ah, t'as mais jamais si, trouvé. mais si, C'est mais si, impossible. mais Putain, si. je me suis trouvé à faire un kilomètre vertical. C'est affreux. C'est affreux, Ah, mais tu vois, les gens, ils ont plus ton gab. Ah bah oui, Et je quand me je me doute. suis Et retrouvé sur peut-être la ligne même de encore plus départ, fin, ouais. c'était sur un défi. J'accompagnais ma soeur qui faisait un trail, Ouais. et du coup, elle a fait je fais le kilomètre vertical. Je fais c'est quoi ce truc? Elle m'explique, je fais bon truc de teubé. Vas-y, je vais faire, je vais aimer. Ouais, Donc j'y c'est- vais, et sauf que je suis sur la ligne de départ. Je vois que des chevreuils, tout maigres, des gens qui montaient comme pas possible, des bouquetins peut-être plutôt. Et moi, avec mon gros gab, et j'avais un sac à dos. Et je me Oh dis, là mais là. qu'est-ce que je fais? Je voyais tout le monde qui me regardait. Je me disais, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? J'avais pas dit ce que je faisais. J'étais allé incognito, Ah, c'est heureusement. la torture. Hein. Ah ouais, Verticale, c'est. Ah ouais, donc, mais c'est un bon délire, briquet du coup. Ah, les briquets, middle. Maman, j'ai raté l'avion. Ah, pépite. Ça, c'est un de mes films préférés du moment parce que quand je regarde ça avec mon fils Liam, Bah ouais. c'est des fous. Ah, il est rires. excellent. Hein. Mais c'est magnifique. Magnifique. Je connais toutes les scènes du coup maintenant. Il me les refait à fond. C'est magnifique. En plus, mon fiston est tout blond comme lui, donc c'est trop bien. Les menteurs, eh ben, j'ai pas la ref. Donc, je le mets en briquet. Je peux pas dire qu'il est nul. Allez, briquet. Les oreilles en souffleur, Tu les as un petit peu. Un petit peu. tu vois le mauvais côté. Côté gauche un peu plus. J'essaie d'être, Vas-y, je mets feu sympa, de camp parce que c'est sympa. Mais, Bah oui, ça fait partie, pas voilà, pépite, ça ça fait fait partie partie de moi, quoi. de toi. La quarantaine, Eh, alors tu vas avoir. Alors j'ai dit ton âge, je suis désolé au début de l'émission, je vais le redire, tu as 38 ans, tu vas bientôt avoir 39. Ouais. J'essaie un peu de. Parce que je veux pas me. Et donc la quarantaine approche un petit peu, quoi. Ouais, carrément. Voilà, ça fait peur. Bah, ça fait peur. en vrai, ça fait chier, mais. Mais bon. Tu sais quoi, j'ai envie de mettre cendre, non pas parce que c'est pourri, Ouais. parce que je renais de mes cendres à 40 ans. Eh ben voilà, bah c'est magnifique. Allez, C'est beau, non? c'est beau. Le rap, putain, je déteste le rap. Je déteste le rap. Et en même temps, mon fils m'a emmené dans un concert de Maître Gims Ah. qu'on peut pas complètement mettre dans le rap parce Ouais. qu'il est un peu plus universel et que j'ai kiffé grâce à mon fils. Mais sinon, les régimes, putain, c'est dur. Ah, je Bon, on suis parle obligé de du mettre premier briquet. combat, hein, le régime. Hein. Je suis obligé de mettre briquet parce que Briquet. c'est pas si pourri, parce que ça fait partie du Bien truc. sûr. Ah non, c'est sûr, non. Cendre, désolé, Cendre. Ah non, c'est dur, c'est vrai. Ah oui, c'est. Les régimes, ça rend le sport 10 fois plus difficile Bien sûr. qu'un autre sport parce qu'en fait, tu as déjà un combat avant d'arriver C'est ça. et qu'une perte de poids, c'est horrible. C'est pas la perte de poids qu'on vous montre à la télé et qu'on voit dans le docu où on met les affaires. C'est très dur, ça. Mais c'est plus la rigueur que ça demande de manger hyper strict tout le temps. Bon, ça se voit, du coup, j'ai lâché, hein, désolé. Ça va. Et du coup, et c'est surtout ça, quoi. Ça veut dire que tu emmènes tes tupperwares quand tu vas manger chez des potes. Ça veut dire que tu fais vraiment pas ce que tu veux. T'as pas une vie que tu veux, donc c'est dur.
Le squash, c'est cool. Comme l'aérox, c'est les deux sports qui m'ont permis à l'arrêt de carrière, qui me permettent de trouver du kiff. Et je le fais avec des potes, je peux pas le faire tout seul. Donc il faut que je sois entouré de potes. Et le squash, j'adore parce que tu te défoules comme un dingue et que tu finis en nage. Et je suis pas encore assez bon au paddle pour en arriver là. Squash, On reste j'en au vois vraiment squash. fort. Tu sais qu'on diffuse tout le circuit international de squash. Je commente le squash, donc ça m'a fait très plaisir. Ouais. Donc Magnifique. je dois aller faire un squash avec Camille Serme. Ah ben voilà, magnifique. Alors la Je dernière save. question. Non, attends, dernière question qui est pas facile. Tu dois choisir entre le dojo Axel Clerget, l'Irox, Jigoro Kano, Maman j'ai raté l'avion ou le squash. Pas simple, hein. Maman, j'ai raté l'avion parce que je suis plus dans le sport et que du coup, c'est des moments avec mon fils. Ouais, allez, Maman j'ai raté l'avion. Avant de se quitter, on arrive bientôt à l'heure de cette émission, c'est passé très vite. On a un petit message pour toi, Axel. Salut tout le monde, salut Axel. Écoute, à l'occasion de ta retraite sportive, on m'a demandé d'évoquer quelques souvenirs que j'ai pu avoir avec toi. C'est toujours ce souvenir collectif avec les copains et les copines là encore, lors de la finale contre le Japon aux Jeux Olympiques de Tokyo. Battre les Japonais chez eux avec le scénario qu'on a tous pu voir. C'était fantastique et t'as apporté ta pierre à l'édifice en marquant ton point contre le Japonais et en permettant à l'équipe notamment d'être à jamais les premiers. Donc de grands souvenirs, de superbes émotions. Je te souhaite une belle retraite sportive, tu l'as bien mérité, tu nous as régalé et j'ai hâte de voir ce que la suite te réserve. Ciao, ciao. Bon, on m'a demandé quelques petites anecdotes. Il y en a une, allez deux, et on va très vite. La première, c'est quand Axel était dans le dur à l'entraînement ou dans n'importe quelle situation en compétition, je lui disais qu'il pouvait arrêter quand il voulait, que personne ne l'obligeait à faire les choses. Et là, c'était difficile pour lui. Il repartait encore plus fort, encore plus haut, encore plus vite. La deuxième anecdote, c'est qu'à chaque fois qu'il sortait d'une compétition gagnée, qui s'était bien passée, je lui disais que c'était de la chance. Alors je lui disais d'autres mots un petit peu plus crus, mais on va en rester là. Axel, bonne chance pour la suite. Tu as d'énormes qualités et je suis certain que tu vas te régaler. À bientôt. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Tu as fait une très très belle carrière. Tu as été un très très grand combattant. Tu as servi d'exemple pour des milliers de judokas. Et en tout cas, sache que ma famille et moi-même, on t'a beaucoup admiré. Je voulais surtout, moi, te remercier d'avoir été à l'écoute et attentionné et qui a beaucoup détendu l'ambiance. Et puis voilà, toutes ces choses-là, en fait. Tu m'as aussi appris que le temps, il comptait pas pour nous et qu'on pouvait être diplômé à n'importe quel âge. En tout cas, je voulais te remercier pour ça parce que j'ai pu mettre une petite pause sur mes études aussi. Et reprendre après Los Angeles 2028. Donc voilà. Encore une fois, merci pour tout ce que tu as donné au judo français. Et je te souhaite plein de bonnes choses. Et sache que tu es une belle personne. Et merci pour ça. Tihou. Bon, je te fais un petit message pour te souhaiter une bonne retraite, entre guillemets, sportive. Hein. Bon, après, tu es encore jeune pour un non-judoka, et pour un judoka, tu commences à être assez vieux. Oui, je voulais aussi te remercier pour tous tes bons conseils. Je me souviens que toi et moi, on avait un peu le même profil, et en tout cas, tous tes conseils que tu as pu me donner, notamment sur le repos fait partie de la performance. Voilà, merci pour tous tes conseils, merci pour tout. Puis de toute manière, je pense que ce n'est qu'un au revoir et on continuera à se croiser sur les tapis. Hello mon Axe, juste un petit message pour ton arrêt de carrière. Je pense que tous les judokas, tous tes partenaires d'échauffement seront très heureux que tu aies arrêté le judo parce qu'ils en auront marre de se faire secouer dans tous les sens. Mais en tout cas, tu vas nous manquer. Je sais que tu resteras toujours proche des tatamis. Je te fais des gros bisous. Je voulais faire ce message pour te féliciter pour ton parcours et pour tout ce que tu as pu accomplir dans ta carrière. Tu peux être vraiment fier de toi. En tout cas, moi, je suis vraiment fier de toi. Et je voulais aussi te souhaiter bon courage pour la suite. À très vite, mon ami. Ça fait plaisir. Hein. C'est beau. Et c'est qu'une petite partie de toutes les personnes qui t'aiment beaucoup et voilà, qui mettent en avant ton parcours, ta carrière. Bravo. T'as réussi à me foutre la larme à l'œil alors que je ne m'y attendais pas.
C'est beau parce que déjà, t'as un ou deux enfoirés parce qu'ils m'avaient pas dit qu'ils faisaient un message au début qui me disaient ça passe quand l'émission. Et t'en as d'autres, tu vois, dans les athlètes qui c'est pas du tout ceux avec qui je suis le plus proche. Et les mots qu'ils ont dit, ça me touche parce que c'est vrai que j'ai donné des conseils à un moment, je me rendais pas compte que ça avait pu les toucher autant que ça. Donc, et je pense surtout à Julien et Romain, les autres, je suis plus proche, donc ça m'a vraiment touché et c'est beau. Bah oui, t'as marqué beaucoup de monde. Vraiment bravo Axel pour l'ensemble de ton œuvre, j'ai envie de dire, de toute ta carrière. Et puis je te souhaite une bonne continuation pour tout ce que tu vas entreprendre après aussi. Franchement, merci, c'était un super bon moment. Cette émission, elle est dingue d'avoir autant de temps. Et merci pour les quelques images là à la fin qui sont assez folles. Bah merci à toi. Tu vois, je suis ému aussi, moi. Mais merci beaucoup, Axel. Je remercie toute l'équipe en régie, Julien Perronnet à l'édition, Nicolas Baillet à la réalisation, Alban Debergue au son et Virginie Lacaille au maquillage. Salut tout le monde, à la semaine prochaine pour un nouveau On s'enflamme. Bye.